Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder un sujet capital quand on investit dans l'immobilier, comment trouver un bien rentable, comment trouver sa pépite en 2025. Cette vidéo sera sous la forme de réponses aux questions que vous m'avez posées en story Instagram. J'ai eu énormément de questions, donc j'en ai sélectionné quelques-unes pour couvrir le plus de sujets possible. C'est parti. Alors, première question, quelle méthode mettre en place pour trouver le bien rentable? Il y avait une autre question pour quelqu'un qui débute, quels sont tes tips pour trouver des biens rentables? Donc je les ai regroupés. Alors, cette question, ça m'a fait sourire quand je l'ai vue parce que c'est un peu mon obsession depuis que j'investis dans l'immobilier, depuis à peu près 4 ans. Quelle est vraiment la méthode, la recette de cuisine pour être sûr de trouver un bien à forte rentabilité? Et au fil des années, j'ai fini par mettre en place une marche à suivre. La première chose à faire impérativement, c'est de se mettre au clair sur ses objectifs et qu'ensuite chaque action qu'on réalise soutienne vraiment ces objectifs. Par exemple, si ton objectif c'est de remplacer ton salaire le plus vite possible, forcément tu vas pas mettre en place les mêmes actions que si tu veux juste préparer tranquillement ta retraite en ayant plein d'autres activités à côté. Si tu as déjà un quotidien bien rempli et beaucoup de projets en parallèle de l'IMO, ce sera pas non plus les mêmes actions que si tu as beaucoup de temps pour gérer ton parc immobilier. Donc vraiment, je me répète, première étape, se mettre au clair sur ses objectifs et s'y tenir, c'est vraiment la fondation pour ensuite trouver un bien qui soit à la fois rentable et aligné avec nos objectifs. Une fois qu'on est au clair sur ça, la deuxième étape, c'est de mettre en place une routine de recherche. Et pour vraiment réussir cette routine, pour moi, il y a 2 critères. Le premier critère, c'est la régularité. Qui dit routine dit quotidien, c'est-à-dire en faire un petit peu, mais chaque jour. Et pour illustrer ça, je vais te raconter une anecdote. Je joue du piano et j'ai atteint aujourd'hui un niveau qui me permet de jouer n'importe quel morceau et d'y prendre beaucoup de plaisir. Et pourtant, pendant mes années d'études du piano, j'ai seulement joué 30 minutes par jour. Alors 30 minutes, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, quand on réalise des petites actions quotidiennes, ça finit par engendrer des résultats excellents. Donc la recherche de biens rentables, c'est comme le piano, il faut s'y atteler chaque jour, un petit peu, mais vraiment être régulier. Le deuxième critère d'une bonne routine de recherche, c'est le focus. C'est-à-dire qu'il va pas falloir chercher dans toute la France. À la place, on va déterminer un périmètre de recherche limité et qui est cohérent avec nos objectifs. Ce que je te recommande si tu es en province, c'est de vraiment chercher à maximum 45 minutes, 1 heure autour de chez toi. Parce que honnêtement, des biens rentables, il y en a dans toute la France. Ça sert à rien d'aller à des centaines de kilomètres de chez soi, ça rajoute du temps, de l'énergie, de la charge mentale, alors qu'il y a forcément des opportunités autour de chez toi. Sauf cas particulier si t'es en Île-de-France ou dans une grande ville très chère, mais ce cas-là, on le verra un peu plus tard dans les autres questions. Ensuite, la troisième étape, c'est ce que j'ai appelé moi la méthode des 4 filtres. En fait, pour chaque bien que je vais trouver, je vais lui appliquer 4 filtres pour décider si oui ou non je fais une offre d'achat. Je vais pas rentrer dans le détail de ces 4 filtres parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps, mais en tout cas, pour te les résumer, le premier filtre, je vérifie si la rentabilité brute correspond à mes objectifs. Le deuxième filtre, je vérifie si la ville est pertinente, porteuse. Troisième filtre, avec toutes les infos que j'ai pu récupérer, je vérifie si la rentabilité nette est suffisante. Et en dernier filtre seulement, je vais sur place pour faire la visite, pour récupérer les infos que j'avais pas encore et pour décider si je présente une offre d'achat. Et enfin, la dernière étape, c'est la négociation qui peut réellement transformer un bien moyennement rentable en une bonne affaire. C'est pour ça qu'il va être super important de rassembler le maximum d'informations qui va te permettre de pouvoir argumenter. Notamment, un point super important, c'est d'être capable de calculer ton offre plafond en croisant d'une part ta rentabilité espérée et d'autre part le prix du marché. Et justement, toute cette méthode de recherche et d'analyse de biens, je la détaille dans un nouveau programme qui s'appelle le protocole Renta, où je vais t'aider à trouver ton bien ultra rentable dans les 28 prochains jours. C'est une méthode que j'ai mis des années à mettre au point, mais maintenant que j'ai été capable de remplacer mes salaires par mes revenus immobiliers, je me sens légitime de te la proposer. Donc si tu veux plus d'informations, je te mets le lien dans la description. Ensuite, on avait des questions sur le calcul de rentabilité. Donc sur quelle base calcules-tu la rentabilité? Comment bien calculer une rentabilité nette? Très important comme question parce qu'en fait, vous allez voir toutes sortes de rentabilités sur les réseaux. Il faut pas s'y fier parce qu'en général, les commerciaux vont vous surestimer les rentabilités et vont pas prendre en compte toutes les infos. Donc je vais vous montrer, moi, comment je procède pour calculer les différents types de renta. Pour un premier calcul, pour avoir une idée globale de la rentabilité, je vais calculer ce que j'appelle la rentabilité brute, c'est-à-dire que je vais prendre les loyers annuels, charges comprises, et je vais les diviser par le prix total. Donc le prix total, ça comprend le prix d'achat, les frais de notaire et les travaux. Et c'est là où il faut faire attention parce que vous avez certains agents immobiliers qui ne prennent même pas en compte le prix des travaux dans leur calcul de renta.
Donc ça n'a aucun sens, parce que parfois les travaux sont aussi chers, voire même plus que le bien en lui-même. Donc attention à toujours bien intégrer les travaux. Ensuite, je fais un deuxième calcul quand j'ai un peu plus d'informations, que j'appelle la rentabilité nette. Là, je prends les loyers annuels, charges comprises, j'enlève la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, qui est d'environ 12 € par mois pour un T2, et les charges. Donc ça peut être des charges de copropriété ou l'entretien de l'immeuble si t'es en monopropriété. Et donc une fois que j'ai enlevé tous ces frais à mes loyers, pareil, je divise par le coût total, prix d'achat, frais de notaire, travaux, et ça me donne ma rentabilité nette. Alors il y a un troisième type de renta qu'on appelle la renta net-net et qui va prendre en compte la fiscalité. Personnellement, quand je suis au stade de recherche, je ne m'attarde pas sur cette renta. Ça c'est une autre étape à part et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Mais en tout cas, il faut retenir que quand on choisit le bon régime, en général, les premières années, on a très peu de fiscalité, voire pas du tout. Ensuite, comment s'assurer qu'une division a été faite officiellement? Grande question que je me suis posée pendant très longtemps. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que effectivement, il y a pas mal de propriétaires qui ont fait des divisions sauvages, donc c'est illégal parce qu'ils n'avaient pas envie de s'embêter avec toutes les démarches administratives. Ce qui est important à regarder déjà quand tu visites une maison divisée ou un immeuble, c'est le nombre de compteurs électriques. Ce qu'il faut, c'est un compteur électrique individuel par appartement, plus un compteur pour les parties communes. Donc par exemple, si on a un immeuble de 4 appartements, il nous faut 5 compteurs électriques. Si tu as le bon nombre de compteurs, c'est bon signe, mais on ne peut pas encore conclure sur le fait que la division ait été faite officiellement ou non. Par contre, s'il y a un seul compteur pour tout l'immeuble, alors là, c'est pas bon signe. Possiblement, les lots n'ont pas été cadastrés et il n'y a donc qu'un seul lot aux yeux de la mairie. Pour en avoir le cœur net, le plus simple, c'est vraiment d'appeler la mairie, de demander le service urbanisme et de demander à l'adresse du bien combien il y a de lots qui sont cadastrés. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, il faut quand même savoir qu'une division qui a été faite à la sauvage, ça peut être un levier de négociation, mais à condition que tu saches bien estimer les travaux pour mettre en place un compteur individuel par lot. Et j'ai une astuce pour toi, si tu veux vraiment pas t'embêter à faire la division toi-même, c'est de mettre une condition suspensive dans le compromis, comme quoi le vendeur s'engage à réaliser la division. Ensuite, on m'a demandé si la ville de Vierzon était rentable. Alors, c'est marrant parce que c'est une ville qui revient souvent dans les discussions entre investisseurs, donc je me suis un peu penchée sur le sujet. Et déjà, première donnée que j'ai analysée, c'est vraiment la première chose que je regarde, c'est le prix au mètre carré. Et là, sur Vierzon, on est autour des 1 000 € du mètre carré, voire moins. Donc, à première vue, c'est très rentable. Il faut savoir qu'une ville qui est en dessous de 2 500 € du mètre carré, il y a de fortes chances qu'elle soit rentable. Mais c'est loin d'être la seule donnée qu'on va regarder. Ensuite, j'ai vérifié les loyers. Et là, j'ai vu que les loyers étaient en moyenne de 10 € du mètre carré. Donc, c'est pas si bas par rapport au prix de vente. En comparaison, sur Avignon, on est plutôt à 2 500 € du mètre carré. Et les loyers sont environ à 12 € du mètre carré. Donc pour une première analyse, oui, Vierzon est une ville très rentable, mais il faut pas du tout s'arrêter à ça, parce que tu as des villes qui sont en déclin et qui peuvent paraître rentables sur le papier, mais il y a d'autres indicateurs à vérifier avant d'investir dans une ville. Notamment l'analyse démographique. Donc là, je vois que Vierzon a environ 25 000 habitants. C'est ok, moi je considère qu'au-dessus de 15-20 000 habitants, on est dans une ville de taille moyenne. Par contre, les villes qui ont très peu d'habitants, c'est risqué, sauf si elles sont vraiment en croissance démographique. Mais ce que je vois aussi, c'est que Vierzon est en légère baisse démographique, alors il faut toujours considérer par rapport au pourcentage. On était à 28 000 habitants il y a quelques années, aujourd'hui 25 000. Bon, c'est une baisse, mais c'est pas non plus assez conséquent pour s'en inquiéter. Il y aurait énormément d'autres indicateurs à regarder pour avoir une analyse complète de la ville. Et tout ça, justement, je te le détaille dans le protocole Renta. Mais en tout cas, ma conclusion pour cette vidéo pour Vierzon, c'est que c'est une ville qui paraît très rentable et il va falloir approfondir l'analyse pour trouver les quartiers qui sont moins risqués et qui ont un bon potentiel. Question suivante. Je n'arrive pas à trouver une ville pas trop chère, attractive et rentable dans mon secteur. Et ça rejoint une autre question que j'ai associée. Comment faire quand on est en région parisienne? Pourquoi j'ai associé ces deux questions? Parce que j'imagine que si la personne n'arrive pas à trouver une ville avec tous ces critères, c'est sûrement qu'elle est en Île-de-France ou alors dans une grande ville qui est très chère. Alors moi, je vois deux solutions. La première solution, c'est que malheureusement, quand on est dans un secteur trop cher, il va falloir s'éloigner, sinon on ne trouvera pas de rentabilité, en tout cas pas en longue durée. Ce que je conseille quand on s'éloigne de son lieu d'habitation, c'est de prendre soit
une ville où on a de la famille sur place ou des proches qui vont pouvoir nous aider ou intervenir quand on sera pas là, soit un lieu où tu vas souvent, ou en tout cas tu es amené à aller. Par exemple, si tu vas déménager dans quelques mois dans une ville, ça vaut le coup de s'y intéresser dès maintenant. La deuxième solution, c'est peut-être de revoir tes critères. Si tu recherches depuis des mois mais que tu trouves toujours rien, c'est peut-être parce que tu recherches des prix trop bas, mis en rapport avec une attractivité trop importante ou des rentabilités trop élevées. Et parfois, je trouve que c'est mieux de lâcher un peu sur ces critères plutôt que de rester un an sans rien faire, parce que ça représente un manque à gagner trop important. Pour te donner un ordre d'idée, si tu cherches une ville qui est vraiment attractive, qui a un potentiel d'évolution, trouver une rentabilité nette de 8%, ce sera déjà excellent selon moi. Par contre, si effectivement tu veux une rentabilité nette au-dessus des 10%, ben là il va falloir aller dans des villes un peu plus risquées, des quartiers un peu plus populaires. Ensuite, on m'a demandé si je prenais en compte le fait qu'il y ait plus d'offres de maisons que d'appartements dans un secteur. Alors une première chose qui m'alerte dans cette question, c'est que si on a un secteur avec beaucoup de maisons, ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de propriétaires et donc pas assez de locataires. À mon sens, si on a moins de 50% de locataires dans une ville, c'est pas forcément à première vue une ville adaptée à de la location. Deuxième point, si tu veux plutôt louer des petites surfaces, et ce que je te recommande en longue durée parce que c'est le produit le plus rentable, il faut vérifier comment se structurent les foyers dans ta ville. Est-ce qu'il y a beaucoup de foyers à une ou deux personnes qui sont des foyers qui recherchent justement des petites surfaces ou non? En tout cas, si tu valides qu'il y a de la demande locative pour des petites surfaces et qu'il y a effectivement des maisons intéressantes, alors ça vaut le coup de s'intéresser à la division de maisons. C'est une stratégie qui est extrêmement intéressante pour exploiter des grandes surfaces qui ont un prix au mètre carré un peu inférieur et créer des rentabilités très élevées. Et c'est un sujet sur lequel je vais vous donner plus d'infos dans les mois à venir, donc restez connectés. Ensuite, est-ce qu'il est possible d'avoir du 10% de rentabilité à Nice ou dans les environs? Alors personnellement, je divise les villes en deux catégories. Déjà, il y a les villes qui sont rentables en longue durée. Et pour moi, le critère, c'est vraiment qu'elles soient en dessous de 2500 € du mètre carré maximum. Et l'autre catégorie, c'est les villes qui sont au-dessus de ce prix et où il va être plus compliqué de trouver de la rentabilité longue durée à plus de 8-10%. Et là, je vois que Nice, c'est autour des 5000 € du mètre carré, donc vraiment impossible de trouver 10% de renta en longue durée, sauf vraiment une anomalie de marché. Par contre, je te conseille d'aller voir dans les terres, donc à peut-être 1 heure autour de Nice. J'ai un ami justement qui a trouvé une très belle opération dans les Alpes-Maritimes, dans les terres. Par contre, il va devoir faire des travaux importants pour se dégager une rentabilité suffisante. Cependant, tout ce que je viens de dire, là c'est sur une hypothèse de longue durée parce que c'est la stratégie que personnellement je privilégie. Par contre, si tu es prêt à faire de la courte durée, là oui tu peux trouver 10% de rentabilité à Nice. Si tu sors notamment un produit atypique ou haut de gamme, il y a forcément la clientèle sur ce genre de produit. Par contre, ça va demander plus de rénovation, des meubles de plus haute qualité et aussi une gestion plus importante. Mais ce que je dis toujours avec la courte durée, attention à la réglementation, on ne sait pas comment ça va évoluer, il y a déjà beaucoup de contraintes et c'est pour ça que moi je favorise vraiment la longue durée qui est moins tributaire de la réglementation. Ensuite, tu choisis des biens à combien au-dessus de ton prix maximum dans l'espoir d'une négo? Alors, je vois ce qu'on veut dire. En fait, par exemple, si on a un budget de 200 000 € ferme, est-ce qu'on va quand même rechercher des biens un peu au-dessus? Ma réponse, c'est oui. Moi, je rajoute 10% dans mes critères de recherche parce que je considère que je vais négocier au minimum 10%, mais tout ça, c'est quand même à mettre en rapport avec le prix du marché. C'est-à-dire que si tu as un bien qui est 30% au-dessus du prix du marché, ben là, logiquement, il va falloir négocier au minimum de 30% pour se remettre dans les clous du marché. Question suivante. Alors, j'ai dit que je gagnais 1 900 € par mois avec mon immobilier. Est-ce que ça a préfiscalité ou non? Alors, non. Pour l'instant, j'ai pas de fiscalité. Parce qu'en fait, pendant les premières années d'exploitation, on a beaucoup de charges à déduire. Par contre, après 4 ou 5 ans, là oui, j'aurai de la fiscalité, donc j'aurai moins de 1 900 € par mois si je ne change rien. Et c'est là où il faudra peut-être arbitrer, revendre des biens, en acheter d'autres et refaire des frais pour pouvoir être à nouveau en déficit comptable et du coup ne pas payer d'impôts. Dernière question avec un cas concret, j'aime bien ce type de question. Plutôt Airbnb à Sanary ou immeuble de rapport à Pertuis? Bon, pas de suspense, je vais te donner tout de suite ma réponse, immeuble de rapport. Pourquoi?
Parce que la banque, elle va considérer en général seulement les loyers longue durée. Sauf si tu as 2 ou 3 années de bilan en courte durée, et encore, c'est pas garanti. Donc, le problème avec Sanary, c'est que la banque, elle va prendre en compte une hypothèse de loyer longue durée, et vu que c'est une ville chère, tes loyers vont être quand même assez bas par rapport au prix d'achat, ce qui va faire un taux d'endettement beaucoup trop important, et ça risque de te bloquer pour la suite. Deuxième argument, toujours la réglementation. Ton immeuble de rapport à pertuis, si tu as déjà un scénario de longue durée qui est rentable, il y a très peu de chances que ça change. Par contre, la réglementation en courte durée est de plus en plus contraignante. C'est pour ça que moi je privilégie toujours le scénario longue durée. J'ai vu également que pertuis avait bien augmenté ces dernières années. Donc en 2019, on était plutôt autour des 2600 € du mètre carré pour un T2. Aujourd'hui, on est autour des 3000. Du coup, on est peut-être un petit peu cher pour avoir une bonne rentabilité. L'augmentation du prix de l'IMO est un signal positif pour une ville. Mais par contre, il va peut-être falloir te creuser la tête pour trouver une bonne rentabilité. Par exemple, envisager des travaux importants, faire des divisions ou cibler des quartiers un petit peu moins chers que 3000 € du mètre carré. Voilà, c'est tout pour cette session questions-réponses. J'ai beaucoup apprécié cet exercice, donc je pense que je le reproposerai. Mais en tout cas, si après cette vidéo, tu penses que je peux t'aider à trouver ton bien rentable en 28 jours, alors je t'invite à aller voir mon protocole renta que je viens de sortir. Je t'ai mis le lien juste dans la description. À très vite!